Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Avant tout, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2025. J'espère vraiment qu'elle sera riche en découvertes, en voyages et qu'elle vous permette de vous épanouir et de rayonner. Qui dit nouvelle année dit bonne résolution. Je suis vraiment pas très fan de ce concept en fait. Je trouve que le fait d'imaginer qu'on devrait tout changer d'un coup et devenir un peu une personne parfaite au 1er janvier, genre faire du sport, lire plus, manger healthy et tout, ben, je trouve ça assez contre-productif en fait. D'une part, bah, je trouve qu'on se sert de ça les mois d'avant, pour se dire, «Ça, je commencerai au 1er janvier». Genre, ça sera mes bonnes résolutions et du coup, pour ne pas vraiment, sortir de sa zone de confort et ne pas vraiment aller vers ce qu'on voudrait être sur les derniers mois de l'année. Et d'autre part, et peut-être surtout d'ailleurs, on en a beaucoup trop d'un coup. Dans plein de domaines, on a plein d'objectifs, de tout commencer d'un coup et de vouloir être parfaite d'un coup. Au mois de janvier en plus, qui n'est pas forcément le mois le plus facile de l'année, parce qu'on est fatigué, parce qu'il fait froid, il fait gris, il fait moche et tout. Pour moi, c'est vraiment pas idéal. On y arrive souvent pas, ou pas comme on voudrait en tout cas. On se décourage, on abandonne au bout de 3 semaines. Du coup, on se sent nul et bref, c'est la pire manière pour moi de commencer l'année. Donc, moi, ma vision des choses, c'est que la stratégie de la progressivité est beaucoup plus saine et en plus, elle fonctionne beaucoup mieux, dans plein de domaines de ma vie, comme le nomadisme, par exemple, dont, je vais vous parler aujourd'hui. Du coup, dans cet épisode, je vais beaucoup parler de moi, de mon expérience et de comment j'ai mis en place, le mode de vie nomade jusqu'à le pérenniser complètement. Un petit disclaimer, je ne suis pas psychologue, ni spécialisée en développement personnel, ni coach de vie, ni quoi que ce soit. Je vous partage juste dans cet épisode des outils qui, moi, m'ont aidée, en l'occurrence sur le sujet précis du nomadisme. C'est très personnel, personne n'est obligé de suivre cette recette, mais je vous partage mon expérience en espérant qu'elle pourra inspirer ou aider certains ou certaines d'entre vous. Alors, d'abord, un peu de contexte. Moi, j'ai découvert le nomadisme pendant ma dernière année de master. Forcément, je réfléchissais à ce que je voulais faire après, à la fin de mes études. Je savais que je voulais pas être en France parce que j'ai pas un attrait particulier pour la culture française dans laquelle j'avais en plus l'impression de vraiment m'enfermer. C'est-à-dire que on a une façon de penser qui est très française, qui peut être parfois un peu aussi négative, un peu pessimiste, surtout à Paris et moi j'ai toujours vécu à Paris. Donc je voulais aller voir à l'étranger pour voir d'autres manières de penser, m'en imprégner et m'ouvrir. Bref, je savais que je voulais pas être en France, mais je savais pas où je voulais aller. J'avais pas en tête un endroit précis où je voudrais absolument déménager. Du coup, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait des recherches. J'ai regardé du côté des VIE, donc les volontariats internationaux en entreprise, les PVT, les permis vacances-travail. Donc j'ai fait pas mal de recherches. J'ai réfléchi aussi à faire du woofing. Donc en fait, le woofing, pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est un système où on est logé et nourri dans une famille ou ça peut être une ferme ou c'est voilà, ce sont des lieux généralement, plutôt excentrés et on participe à la vie de la maison. Donc en faisant des petits travaux, ça peut être s'occuper des enfants, ça peut être diverses, missions. C'est vraiment, hyper large et du coup, ça permet de pouvoir voyager sans avoir trop de frais de loyer et diminuer, on va dire, les frais de la vie quotidienne et du coup, j'avais pensé à faire ça avec des petites missions en freelance, à côté. D'ailleurs, j'étais, alternante à cette époque parce que mon M2 était en apprentissage. J'étais alternante dans une start-up, et j'avais parlé de ça, de ce projet-là et mon boss, il m'avait dit que, c'était impossible, que j'y arriverais pas, il m'avait dit en gros, pour bosser depuis une plage, faire du surf tous les après-midi, faut être vraiment hyper bon dans un domaine super précis, comme, par exemple, Google Ads ou Meta, enfin voilà. Donc avec le recul, c'est assez drôle d'y repenser, mais bref, ça se passait pas très bien dans cette entreprise-là justement
j'ai changé d'alternance au milieu de l'année. Du coup, j'ai cherché plusieurs, jobs un peu dans l'urgence et j'en ai trouvé plusieurs et parmi ces propositions de postes-là, il y en avait une qui était en full remote, c'est-à-dire, travail 100 à distance. C'était une boîte française, mais qui a le télétravail dans ses gènes, depuis toujours un peu. Il y avait plusieurs personnes qui travaillaient déjà depuis l'étranger. Il y a une partie de l'équipe qui est à Madagascar. Il y avait une personne qui travaillait depuis Taïwan et d'autres un peu partout en France. J'ai pas du tout choisi le job pour ça. J'ai choisi pour, plein d'autres raisons, mais pas pour ça. Mais il se trouve que ça s'est fait comme ça et du coup, j'ai poussé, mes recherches en ce sens et c'est là que j'ai découvert le terme nomadisme digital. Ce terme-là qualifie les personnes qui travaillent à distance à 100 ou en ligne en tout cas et qui du coup peuvent voyager en travaillant. Donc forcément, comme j'avais un job en full remote, bah, je me suis dit que ça me tendait les bras. Il y avait 2 choses qui m'attiraient particulièrement dans ce mode de vie-là. C'était un, le fait de pas être limité par le temps. C'est-à-dire, de pas avoir une deadline, en fait. Comme par exemple, quand on prend une année sabbatique et ben, à la fin, on sait qu'on va revenir. Notre temps, il est un peu compté et ça, j'avais peur, moi, que ça m'empêche de profiter vraiment de mes voyages parce que j'aurais toujours le stress, en fait, de savoir que je vais revenir. Bref, le nomadisme, ça m'évitait ça parce que ça peut être un mode de vie périn et stable financièrement. Donc j'avais pas cette pression de la deadline. La deuxième chose, c'est que j'avais pas à choisir un endroit. J'avais eu pas mal de périodes d'instabilité dans ma vie, des périodes, difficiles psychologiquement, plusieurs reconversions déjà. Donc j'étais pas prête à sacrifier mon équilibre global. Du coup, ça avait 2 conséquences. La première, c'est que ça renforçait mon envie de pas juste poser mes valises dans un endroit sans le connaître. Si j'avais fait, par exemple, un VIE ou si j'avais trouvé un job à l'étranger, ben, en fait, j'aurais déménagé et j'avais peur que ça me convienne pas pour X ou Y raison, l'endroit me plaît pas, je suis malheureuse loin de ma famille. Enfin, il y avait plein de raisons pour lesquelles potentiellement ça pouvait ne pas marcher et donc j'avais peur que ce soit un échec. En tout cas, que je le vive moi comme un échec. Et la deuxième conséquence, c'est que je voulais pas tout plaquer d'un coup pour être nomade. Parce que si ce mode de vie-là ne me convenait pas, pareil, bah, je l'aurais vécu comme un échec. Donc, tout ça m'a amené à opter pour, la stratégie de la progressivité. C'est-à-dire que j'ai testé ce mode de vie hyper progressivement, donc étape par étape, en allant, à chaque fois un petit peu plus loin dans mon nomadisme, en sortant à chaque fois un petit peu plus de ma zone de confort. Donc, je vais détailler les différentes étapes, les différentes expériences que j'ai eues et qui m'ont amené à pérenniser aujourd'hui ce mode de vie. Ça a commencé tout petit, en avril 2023. J'étais passée même pas une semaine, c'était 5 jours, chez un de mes cousins, à Marseille. Donc c'était une durée très courte, c'était assez proche puisqu'il y avait le train direct, que c'était en France. C'était très facile logistiquement puisque j'avais pas de logement, j'allais chez quelqu'un que je connaissais, donc voilà, première expérience qui était pas vraiment représentative du nomadisme, mais bon, j'étais en alternance, j'avais école que 2 jours par semaine, je crois, donc bah, j'ai pris le train après mes cours le mardi soir, je suis rentrée le dimanche soir et puis j'ai fait ma première expérience. Ensuite de ça, en juillet de la même année, donc 2023 toujours, à ce moment-là, j'étais toujours alternante, mais j'avais plus de cours parce que c'était l'été et du coup, j'en ai profité pour faire un tour de France, de ma famille. Bon alors, j'ai la chance, moi, d'avoir une famille qui est, déjà qui est très grande. J'ai beaucoup de cousins, des oncles, des tantes et ensuite ils sont répartis un peu partout en France et même certains à l'étranger. Et on a vraiment cette culture familiale, si c'est possible logistiquement, bah, je suis la bienvenue, chez n'importe quel membre de la famille. Donc j'ai organisé un circuit sur, 2 semaines, 2 semaines et demie, je crois, où, je restais 2 ou 3 jours par destination, toujours en restant chez des membres de ma famille. Donc globalement, c'était un peu le même principe que la première expérience, mais j'ai ajouté un petit peu de durée et j'ai ajouté le fait d'enchaîner de destinations. La troisième expérience qui est le vrai baptême du feu, en fait, c'est mon expérience d'1 mois en Lettonie. Donc ça, c'était au mois d'août 2023, donc juste après mon tour de France. Il y avait personne que je connaissais là-bas, donc j'ai choisi la Lettonie, j'explique pourquoi dans l'épisode sur le choix des destinations. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Je suis partie 1 mois et là, c'était vraiment un peu le crash test.
Je savais que je partais, que j'allais vraiment tester, pour le coup, dans des conditions qui seraient plus similaires à ce que je voulais mettre en place comme mode de vie. J'allais vivre seule, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent parce que je vivais encore chez ma maman. Et donc voilà, j'ai quand même fait en sorte que ce soit progressif, c'est-à-dire que c'était une durée plus longue, mais pas trop. J'ai fait en sorte de progresser vraiment par petits paliers. C'était l'étranger, mais c'était pas non plus le bout du monde, ça restait dans l'UE, donc c'était pas, non plus super loin quoi, c'est quelques heures en avion. Et puis pour la vie seule, j'ai quand même choisi d'opter pour un co-living. En fait, il y avait toujours des gens, il y avait quelqu'un sur place en permanence 24 heures sur 24, qui faisait la surveillance. Donc si j'avais un problème, j'en sais rien moi, le chauffe-eau qui marche plus, n'importe quoi, et ben je savais que j'avais quelqu'un sur place pour m'aider. Donc ça, c'était un élément qui était vraiment rassurant pour moi. C'était une grande ville en plus, c'était Riga, donc la capitale de la Lettonie, et du coup, il y avait beaucoup de vie sociale, donc ça limitait quand même les chances de me sentir isolée. C'était aussi quelque chose dont j'avais peur. Donc bref, ça, c'était vraiment mon expérience clé pour déterminer si j'avais envie de mettre en place ce mode de vie ou non. Et à la fin, ben, j'ai adoré mon expérience, donc j'en ai déduit que oui, c'était concluant et que je voulais essayer de le pérenniser. C'est là qu'intervient la deuxième stratégie que j'ai utilisée, qui est le test and learn. Le test and learn, c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans les startups, notamment dans les entreprises, pour dire en gros, on fait des essais, on fait des tests et on apprend de ces tests, on apprend de ce qui a marché, ce qui a pas marché, on ajuste en fonction et comme ça, on s'améliore. Et ben, en fait, c'est un peu ce système-là que j'ai utilisé moi pour pérenniser le mode de vie sur plein d'aspects différents. Déjà sur le budget, au début, ben, on va un peu à l'aveugle, on voit bien comment on dépense et puis, avec le temps, plus le temps avance, plus on a fait d'expériences différentes, bah, plus on arrive à se rendre compte des choses, des prix, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui est pas cher, combien est-ce que ça devrait être mon budget maximum pour un logement et cetera. J'ai aussi appris sur ce que je devais avoir dans ma valise. Au début, je suis partie avec, ben, ce qui me semblait pertinent et puis je me suis rendu compte que j'avais des trucs qui ne me servaient pas, j'avais des trucs au contraire qui me manquaient, donc j'ai ajusté, pour la fois d'après. Pareil, sur la question de la vie sociale, là, j'ai dit que j'avais été dans une grande ville, mais sur des destinations suivantes et ben, je me suis rendu compte parfois que j'avais été dans un endroit trop petit et que du coup, j'avais pas assez de vie sociale ou alors j'aurais eu besoin d'une voiture et j'en avais pas, j'en souffrais. Et ça, c'est des trucs que j'ai appris avec le temps et que j'ai ajustés. Et puis aussi sur le rythme de travail. En fonction des destinations, par rapport au décalage horaire notamment, il y a des destinations qui fonctionnent mieux que d'autres, à certaines périodes de l'année, plus que d'autres. Et bah ça, je l'ai appris en le faisant. Mais surtout, ce qui est important, c'est de tenir compte des conséquences de ce qu'on a appris d'une expérience pour la fois suivante, en fait. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'il y a un critère qui est important et que j'avais pas pris en compte dans le choix d'une destination, par exemple, et ben, je l'ajuste la fois d'après quand je vais choisir une nouvelle destination, ben, je fais bien attention à le rajouter dans mes critères et à le prendre en compte. Par exemple, de mon expérience à Riga, ce que j'ai appris en test and learn, c'est que déjà, c'est un mode de vie qui me convient top, en fait, enfin, que j'ai adoré vraiment, que je souffrais pas de l'isolement, que j'avais besoin d'une balance entre me ressourcer seule et être au contact des autres. J'ai aussi appris qu'il fallait que je privilégie d'être dans le centre-ville, dans la localisation de mes hébergements. Parce que là, en l'occurrence, le co-living dans lequel j'étais, il était un peu excentré. J'étais à une demi-heure à pied du centre-ville. Mais du coup, quand je devais sortir le soir, parfois j'étais de l'autre côté du centre-ville, donc j'avais facilement 45 minutes, 1 heure pour rentrer. Et ça fait quand même beaucoup. J'ai fait quelques ajustements dans ma valise aussi, par exemple, j'avais pas pris assez de pulls et ben, même, en été, en fait, quand il fait nuit, peu importe où on a besoin d'un ou 2 pulls, surtout que, bah, là, j'étais dans les Baltiques, donc forcément, il faisait froid, quoi. Bref, à la fin de ça, j'ai quand même décidé que j'allais mettre en place ce mode de vie nomade et même à partir de là, j'ai décidé de continuer à faire quelque chose de progressif. J'ai planifié la suite de mon voyage, une fois rentrée de Lettonie. J'ai planifié 4 mois en Andalousie pour commencer. Donc Andalousie, c'est la région du sud de l'Espagne. Je vous ferai bientôt un épisode dédié à cette expérience-là parce que je pense que ce serait intéressant de vous la partager dans les détails. Mais en gros, j'ai fait 4 mois dans 3 villes différentes. Donc là, les paliers que j'ai franchis par rapport à mon nomadisme, c'est
le fait d'enchaîner plusieurs destinations à l'étranger, d'être sur des temps plus longs. J'avais fait que 1 mois, à Riga et là, je passais sur 4 mois. C'était aussi du temps qui était hors vacances parce que Riga, j'étais partie en août, donc août pour les entreprises, c'est une période qui est quand même spécifique parce que tout le monde est un peu en vacances, donc je pouvais un peu, adapter plus mon rythme. J'avais pas une charge de travail qui était non plus énorme par rapport à, le rush qu'on peut avoir en septembre ou avant Noël et cetera. J'ai ajouté aussi la dimension apprentissage de la langue et puis bien noter que je suis partie 4 mois, mais ma famille est quand même venue me voir vraiment pas mal. Ma maman, elle était venue à la Toussaint, puis elle est revenue à Noël avec ma sœur et son mari. Il y a aussi la famille proche du côté de mon père qui est venue pour Noël. Donc bref, en fait, j'étais jamais plus de 5-6 semaines sans les voir. Donc c'était assez progressif et enfin la dernière étape, que j'ai franchie dans mon nomadisme, c'était donc la première moitié de 2024. Je suis partie, 7 mois, de février jusqu'à fin août. Donc c'est quand même une durée beaucoup plus longue. Puis surtout, c'était une expérience qui était multi-pays puisque j'ai fait d'abord, les Canaries, où j'ai vécu sur 3 îles différentes, puis la Grèce, puis l'Estonie, tout ça sans repasser en France. Mes parents sont venus me voir une fois, c'était fin avril, mais du coup, une fois sur 7 mois, en fait, ça faisait quand même beaucoup plus de temps sans les voir. Donc là, c'était un peu l'étape, supérieure, la dernière étape que j'ai passée jusqu'à aujourd'hui. C'était vraiment, un succès, puisque ça m'a confirmé que ce mode de vie me plaisait vraiment, que j'arrivais à gérer les difficultés. Ça n'empêche que j'apprends toujours et puis surtout, j'ai encore plein de paliers que j'ai pas passés. Par exemple, un des prochains paliers que j'aimerais bien passer, c'est de sortir de l'Union européenne, parce qu'il y a des pays qui me font beaucoup envie et qui sont pas dans l'UE. Pareil, j'aimerais bien aller dans un pays qui n'ait pas l'euro comme monnaie, parce qu'il y aura toute la dimension taux de change qui s'ajoute. Donc ça me fait pas trop peur, mais bon, c'est quand même un truc à rajouter comme charge mentale, donc ce sera un palier à franchir aussi. Ensuite, ben, évidemment, j'aimerais bien, aller sur d'autres continents. Il y en a plein qui me font envie et puis après, vers l'infini et l'au-delà, on a toujours plus de paliers à franchir, plein de modes de nomadisme différents à découvrir. Mais bref, aujourd'hui, je considère quand même que j'ai un mode, de vie nomade qui est périn pour moi et qui n'est pas une source de stress insurmontable et donc c'était ça mon objectif. Et pour revenir à ce que je disais au tout début de l'épisode, quand je disais que j'étais pas fan du concept des bonnes résolutions et tout, ben, je me suis pas levée en décidant: «OK, aujourd'hui je vais être nomade» parce que c'était un 1er janvier. J'ai mis les choses en place petit à petit. Donc ça, c'est le premier pilier de ma stratégie qui est la progressivité et surtout, j'ai appris de mes expériences et j'ai adapté, ce qui est le deuxième facteur de succès à mon sens. Par contre, la période de la fin de l'année, c'est quand même une bonne occasion de faire, un bilan. C'est un moment, de rétrospective un peu. Moi, ce que je fais, c'est que je définis aussi ma vision pour l'année à venir et je fixe des objectifs. Donc là, on est le 1er janvier à l'heure où j'enregistre cet épisode-là, donc cette réflexion-là, je l'ai faite très récemment et c'est drôle parce qu'un de mes objectifs de 2024, c'était justement de pérenniser mon mode de vie nomade. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais un bon objectif, il doit se quantifier. En fait, plus précisément, un bon objectif, il doit être SMART. SMART, c'est un acronyme, en fait et ça permet de qualifier un bon objectif. Donc un objectif SMART, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc, pérenniser un mode de vie nomade, ben, ça correspond pas à ces critères-là. Et du coup, pour que mon objectif remplisse les critères, j'avais fixé de passer moins de 2 mois en France, tout cumulé, en 2024 donc. Et je l'ai réalisé puisque j'ai passé en France que 3 semaines en janvier, 2 semaines début septembre et là, quelques jours pour les fêtes. Et surtout, ça n'a pas été facteur de stress ou d'angoisse ou d'inconfort, le fait de ne pas être en France. Ça n'empêche qu'il y a quand même des choses que je voudrais faire évoluer parce que je continue sur la stratégie du test and learn. Par exemple, je voudrais ralentir beaucoup dans mes voyages. Je voudrais revenir plus en France pour être plus proche de ma famille, aussi parce que le contexte familial fait que j'ai particulièrement envie d'être là en ce moment. Mais je voudrais adapter un peu mon mode de voyage à mon ressenti, apprendre à m'écouter plus
et c'est cette intention-là que je veux mettre, dans mon année 2025. Mais bref, si vous aussi vous voulez profiter de ce début d'année pour, avoir ce genre de réflexion, ben, je vous invite à réfléchir sur votre vision à long terme, c'est-à-dire à 5 ou 10 ans. Qu'est-ce que vous voudriez être? Comment vous vous voyez? Quelle personne vous aimeriez devenir? Et ensuite à définir un ou des objectifs, peut-être dans différents domaines, qui vous amènent vers cette vision. Là, j'ai parlé du nomadisme, mais je pense que c'est vrai dans plein de domaines de la vie, en fait. À mon sens, en tout cas, tout n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. Et je vous invite à utiliser les stratégies de la progressivité et du test and learn dont j'ai parlé dans cet épisode pour mener à bien votre objectif, qu'il soit personnel, professionnel, sportif ou autre. En tout cas, n'hésitez pas à venir me partager vos objectifs, quels qu'ils soient de voyage ou autres, en venant discuter avec moi sur Instagram. Ça me fera plaisir d'apprendre à mieux vous connaître et d'échanger sur ce sujet-là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un avis 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et puis, vous pouvez aussi suivre mes aventures nomades sur mon compte Instagram by Chloé V. Allez, à très vite!